Donc, tout d'abord, pour essayer de comprendre un petit peu la pathologie, je pense que c'est intéressant d'aller un peu sur la biomécanique. Alors, Dominique Bonneau a fait ça brillamment ce matin. Je vais prendre un petit peu la suite de ce qu'il a présenté et l'appliquer vraiment à la course à pied à ce moment-là. Et du coup, de ce constat de la biomécanique de la course à pied, on étudiera 3 pathologies en particulier sur lesquelles je vous donnerai quelques éléments de réflexion. Donc la biomécanique de la course à pied, il faut savoir qu'effectivement il y a différents types d'attaques du sol lors de la course. Autant quand on marche, on attaque toujours en talon, autant quand on court, effectivement, il y a plusieurs possibilités d'attaque. Il y a l'attaque par l'arrière-pied, l'attaque par le médio-pied et l'attaque par l'avant-pied. Est-ce que déjà vous avez une notion un petit peu de la population générale? Quel pourcentage de l'un de l'autre? Réfléchissez, on y reviendra un petit peu par la suite, mais est-ce qu'on attaque tous derrière, tous devant, plutôt au milieu? Donc, déjà, il y a... Pardon? Plutôt le talon. Ok, on va voir un peu, parce que je reviens, mais j'évoque ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus là-dessus? C'est quelles sont les conséquences biomécaniques du type d'attaque. Et vous voyez très bien que selon si on attaque sur le talon ou sur l'avant-pied, vous voyez apparaître ici une bosse qui correspond à l'impact du choc, à la raideur, et puis après l'absorption, une raideur, un pic. Je tremble un peu, ou ça piquait. Voilà. Un pic, un creux et une restitution d'énergie. Ça, c'est quand on est avec, sans chaussures. Quand on attaque avec le talon avec chaussures, on voit que le pic est toujours présent, mais un peu moins important. Et quand on attaque sur l'avant-pied, il y a une disparition complète de ce pic par une absorption finalement de l'énergie qui se fait non pas de manière passive par le talon, mais de manière active par l'appareil musculo-squelettique et le fameux complexe suro-achilléo-plantaire que nous a présenté ce matin Dominique Bonneau. Donc, vous voyez que si on regarde les pressions sous le pied, on voit bien que quand on attaque sur le talon, on a vraiment un pic de pression qui survient au niveau du talon, alors que quand on attaque sur l'avant-pied, on a ce pic qui est ici. Donc ça, c'est comment ça se traduit de manière purement sur les pressions. Après, on va voir qu'est-ce que ça peut engendrer au niveau des conséquences biomécaniques. Donc, on voit que finalement, quand on attaque sur le talon, on va se retrouver plutôt dans cette partie-là, où on va voir, là c'est une étude qui a carrément étudié, là c'est un schéma qui représente, là c'est une étude réellement, où on voit qu'il y a une flexion plantaire qui est plus importante, alors que là, une flexion dorsale plus importante quand on attaque le talon, flexion plantaire plus importante, et au contraire au niveau du genou, on attaque plus genou fléchi quand on est sur avant-pied, et plus genou tendu quand on est sur l'arrière-pied. Et en fait, l'impact qui va taper le talon va remonter le long des structures osseuses, alors que là, ça va plutôt être absorbé par les structures actives tendinomusculaires. Donc tout ça s'explique la différence de conséquences, parce que là c'est une absorption, alors que là c'est absorption passive, et là c'est une absorption active avec une restitution d'énergie. Donc là ça va solliciter plutôt les structures osseuses, là on est plutôt sur les structures musculo-tendineuses. Donc une autre conséquence, c'est que si on attaque, là on a inversé les deux schémas, à gauche c'est l'attaque sur l'avant-pied, on voit qu'on va solliciter 3 articulations et 3 groupes musculaires, on rajoute le mollet, alors quand on attaque sur le talon, on sollicite essentiellement le genou et la hanche. Donc du coup, on va concentrer les contraintes plutôt sur le genou et la hanche. Il y aura plus de contraintes à ce niveau-là, plus de risques lésionnels quand on attaque par le talon. Alors au contraire, quand on attaque sur l'avant-pied, on répartit mieux sur les 3 articulations les contraintes. Et bon, là, c'est les résultats qui ont été calculés, qui montrent qu'effectivement, la traduction de ce que je vous disais par rapport à la flexion plantaire et dorsale, quand on est rear foot, c'est arrière-pied, et là, c'est avant-pied. Et donc, on est plus en dorsiflexion quand on est sur l'arrière-pied, on est plus en flexion plantaire quand on est sur l'avant-pied. Donc, la flexion du genou aussi, et voilà. Donc, tout ça, ça traduit tout ce que je vous ai dit. Il y a une notion dont je ne vous ai pas parlé, c'est la fréquence de foulée, mais on va voir ça juste après. Donc, quelles sont les conséquences pathologiques qu'on peut avoir à ces deux types d'approches, deux types d'attaque du pied au sol? Ben, on va voir déjà que quand on court sur l'avant-pied, donc je vous l'ai déjà dit, mais c'est encore une fois, c'est l'impact au sol qui diminue. Et aussi, je vous disais, on va raccourcir la foulée. Ça, c'est l'attaque sur l'avant-pied oblige à avoir des foulées plus courtes. Du coup, ça crée moins de charge sur le genou et la hanche. On retrouve ce que je vous disais ici. Et moins de contraintes osseuses. Donc, il y a des études par les modélisations en éléments finis qui ont réussi à montrer ça, qu'effectivement, le fait d'attaquer sur l'avant-pied, stocker plus d'énergie dissipée dans le système musculo-tendineux et beaucoup moins dans le système osseux. Donc ça, c'est les intérêts de courir sur l'avant-pied. Par contre, ça va mettre à l'inverse plus de contraintes sur ce fameux complexe suro-achilléo-calcanéo-plantaire, qui est une véritable continuité, et sur les têtes des métatarsiens. Donc on n'a rien sans rien. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre aussi. Donc il faut être conscient qu'il n'y a pas de type d'attaque idéal. Par contre, il y a des types d'attaques adaptés à certains types de pratiques de course à pied.
Donc si on attaque avec l'arrière-pied, ben, on va se retrouver effectivement avec plus de fractures de fatigue de tibia, des syndromes femoropatellaires, des syndromes de loge antérieure. Pourquoi? Parce que quand on attaque sur l'arrière-pied, on a le pied qui a tendance à tomber, du coup un travail excentrique des fléchisseurs dorsaux de cheville, et on a souvent une hypertrophie de la loge antérieure, parce qu'elle est sollicitée de manière répétée pour lever déjà pour l'attaque sur le talon et pour freiner. Donc ça induit même des syndromes de loge antérieure. Alors voilà, on remet à la question. Donc une fois que je vous ai présenté ça, à votre avis, sur 100%, sur 100 coureurs, combien attaquent sur l'arrière-pied, combien attaquent sur le médio-pied? 50-50? Ah non, on n'est pas... Non, c'est plus 80% sur l'avant-pied. Non, sur l'arrière-pied, pardon, l'arrière-pied. Autant pour moi. 80% sur l'arrière-pied et 15% sur le médio-pied, et il reste 5% sur l'avant-pied. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une remarque à faire là? C'est dans monsieur tout le monde, et puis c'est dans le jogging, ça dépend de la course. Ça dépend du type de course. Oui. Exactement. Voilà. Le sprint et le jeu. Exactement. Et on va voir que l'effet de la fatigue et de la distance, on voit que les coureurs, alors c'est un petit, je vous le lis, entre 800 et 1500, on est plutôt, 800 1500, on est plutôt sur l'avant-pied. On est à 42% de médio-pied, 27% d'arrière-pied ici. Alors que dès qu'on commence à rallonger un semi-marathon, on est à 75% qui sont sur l'arrière-pied, et le marathon, on est à 80-95% sur le talon. Alors, et même quand on va sur l'ultra-endurance, les gens qui ont regardé courir, des gens qui ont traversé l'Europe, ils remarquent une transformation de la course au fur et à mesure du temps, parce que au départ, effectivement, le fait de courir sur l'avant-pied, c'est plus rentable au niveau énergétique, on restitue l'énergie, c'est plus performant. Sauf qu'on met des contraintes trop excessives sur le complexe musculo-tendineux, et finalement c'est ça qui crée des douleurs et qui fait qu'il y a une adaptation naturelle qui se fait, quitte à perdre de l'efficacité de la course à pied, on protège l'appareil musculo-tendineux parce que c'est lui qui va être le facteur limitant sur des courses de longue distance. Donc effectivement, même si il y a une idéologie qui dit il faut courir sur l'avant-pied, il faut courir sur l'avant-pied, et on verra un petit peu après qu'est-ce qu'il y a dessous, sachez que plus on va vers la longue distance, plus on est sur l'arrière-pied. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? L'effet des chaussures. Enfin, ça, c'était la course à pied. Effectivement, vous avez tous entendu parler de la fameuse mode du minimalisme, des chaussures les plus légères possibles, les plus fines, voire la course pieds nus, le barefoot. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Déjà, au niveau historique, vous savez un peu les chaussures de course à pied. Je vous les présente parce que moi-même, j'ai découvert ça en préparant ce topo. En fait, on ne court pas avec des chaussures, on va dire les marques, mais des types Nike depuis très très longtemps, quoi. La plus ancienne chaussure de course à pied, vous savez un petit peu? C'était Reebok. C'était Reebok qui a fait la première en 90, puis Adidas dans les années 25, Asics en 63 et Nike est arrivé en 72. Donc vous voyez, les Nike sont très récentes, quoi. Donc c'est le chaussage tel qu'on le connaît, c'est pas quelque chose qui existe depuis très très longtemps, et donc ça a modifié un petit peu la façon de courir, d'avoir ces chaussures-là. Alors, il faut se méfier parce qu'effectivement la tendance à courir pieds nus, c'est un peu l'idée, on va courir pieds nus, ça a tendance à nous pousser à aller vers l'avant-pied, effectivement. Parce que si on court sur l'arrière-pied quand on est pieds nus, il y a un impact qui est trop important sur le talon, qui est jusqu'à 170% de l'impact habituel, et du coup c'est très douloureux. Donc quand on court pieds nus ou à minimaliste, on a tendance à aller plus sur l'attaque du médio-pied d'avant-pied. C'est un peu l'idée, c'est on va minimaliste pour aller sur cette attaque d'avant-pied. Mais il faut se méfier un petit peu parce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que les chaussures minimalistes donnent le même effet que la course à pieds nus? Déjà non. Dès qu'on a des chaussures, ça modifie un peu. Et est-ce que c'est parce qu'on met du minimalisme qu'on modifie forcément l'attaque? C'est pas sûr non plus. Il y a une étude qui a montré qu'il y avait 14 coureurs qui sont mis à courir avec des chaussures minimalistes. Au départ, il y en avait 10 qui couraient sur l'arrière-pied. Et au bout de 6 semaines, il y a toujours 5 qui attaquent sur l'arrière-pied. Donc c'est pas le changement de chaussure qui impose forcément un changement de type de course à pied. Mais il faut bien comprendre que le type d'attaque n'est pas forcément lié au type de chaussures. On peut attaquer sur l'avant-pied avec des chaussures maximalistes. Et c'est peut-être un petit peu l'idée, c'est de sortir de l'idée, il ne faut pas être dépendant des chaussures, ce n'est pas les chaussures qui vous imposent votre type de course à pied. Vous pouvez choisir vous-même de changer de type de course à pied pendant votre footing à différents moments pour attaquer un peu plus sur le talon, un peu sur l'avant-pied ou l'arrière-pied, sans forcément passer par cette mode des chaussures minimalistes. Voilà. Après, est-ce qu'il faut courir pieds nus ou pas? C'est la grande question. Aujourd'hui, ce qui ressort de la littérature, c'est que si vous n'avez pas de problème de tendinopathie, de blessures à répétition, que vous êtes bien avec vos chaussures classiques, continuez à courir avec vos chaussures classiques.
Amusez-vous un petit peu à aller un peu plus sur l'avant-pied, regardez un petit peu comment vous courez, est-ce que vous avez tendance effectivement à attaquer du talon comme 80% de la population. Essayez au cours de votre footing de 3/4 d'heure de faire 20 minutes où vous allez un peu plus sur l'avant-pied. Ce qui compte, c'est la progressivité, et l'intérêt du cours sur l'avant-pied, c'est de renforcer tous ces muscles intrinsèques. Je viens de dire 2 mots dans le côté pathologie. Donc voilà, c'était un peu le cadre biomécanique. Alors on va assez vite pour pas trop dépasser. L'épidémiologie, c'est pour bien comprendre un petit peu la traduction clinique de ces notions de biomécanique. Donc on a des coureurs non ultramarathoniens, donc je pense la plupart d'entre nous, jusqu'à 42 km. Donc on passe encore pour des petits coureurs, mais 42 km, ça commence à faire pas mal. Et il y a les accros, les malades qui courent au-delà de 42, mais au-delà de 42, c'est peu dire, c'est 100, 150, 200, 300 km. Enfin voilà, il y en a qui courent pendant 3-4 jours. Donc voilà. Il y a, en termes d'épidémiologie, rapidement, une étude qui a été faite qui montre que finalement, quand on court moins de 42 km, les blessures les plus fréquentes sont tendineuses, patellaires, le stress tibial, donc ça regroupe tout ce qui est périostite et fracture de tibia, fracture de fatigue. Les entorses de cheville, on les oublie souvent, mais les entorses de cheville font partie quand même des blessures, et c'est pour ça que ça fait partie des 3 pathologies dont je vais vous parler par la suite. La taniopathie d'Achille, on retrouve cette notion d'absorption-restitution, lésion des jambiers, et enfin la dernière, que vous avez tous en tête, dont on n'a pas parlé, les ischios, je vais juste en parler. La fascite plantaire ou la ponévropathie plantaire, effectivement, quand on est sur le tendon d'Achille, il y a un continuum, mais effectivement, ça fait partie des pathologies assez fréquentes. Donc, très rapidement, chez les ultras, c'est pas nous, donc on s'affiche un peu, mais on voit que finalement, on retrouve cette tendinopathie des fléchisseurs dorsaux de cheville le plus fréquent. Alors là, moi aussi, j'étais très surpris, mais en fait, effectivement, on a vu que plus ils couraient longtemps, plus ils attaquaient en talon. Plus ils attaquent en talon, plus ils ont tendance à devoir freiner le mouvement excentrique au niveau de la flexion plantaire passive de cheville, et donc du coup, ça explique en partie ça. Les taniopathies achilliennes patellaires et enfin le syndrome fémoro-patellaire. Donc l'épidémiologie est imposée. J'ai retenu les 3 pathologies du pied finalement du coureur, et je vais vous parler d'un entorse de cheville très rapidement. On ne va pas vous faire l'entorse classique, enfin tous les éléments que vous connaissez. Il y a juste deux notions que je voulais vous préciser. Bon, la fréquence, on s'en fiche. Il y a quand même plusieurs types d'entorses. Méfiez-vous, ce n'est pas que des entorses du ligament collatéral latéral. C'est celle qu'on pense tous. On part le pied vers l'intérieur, en varius équin, on se fait une entorse de cheville. Méfiez-vous, il peut y avoir des entorses de la tibiofibulaire inférieure. Et le mécanisme est différent. C'est une rotation externe ou une flexion dorsale. Donc, rien qu'à l'interrogatoire, vous avez une différence. La prise en charge n'est pas la même aussi. Et enfin, vous avez les entorses soutaliennes. Et là, Dominique en parlait un petit peu aussi ce matin. Dès qu'on est sur les terrains instables, l'inconfort sur ces terrains-là est souvent lié à une entorse soutalienne passée inaperçue. En termes de prise en charge, la seule chose que je veux vous dire de nouveau, c'est la classification. On va aller vite, ça on s'en fiche un petit peu. On est toujours sur le fameux protocole grec, mais c'est vrai que ce qui est apparu depuis peu là à notre disposition, c'est les fameuses orthèses de froid compressif. Donc je ne citerai pas de marque, mais vous marquez orthèse de froid compressif. Ça associe en fait du froid comme un congélateur et une pompe qui gonfle, qui permet de lutter contre l'œdème. Et c'est un effet très intéressant, très efficace. Si vous avez une grosse entorse de cheville avec une cheville qui gonfle, ça va vous permettre vraiment de minimiser les lésions associées. Parce que ce qui est gênant, c'est certes au moment de l'entorse, mais surtout tous les hématomes qui se créent, tout l'œdème au niveau des tissus. Donc voilà, c'est surtout ça que je veux dire. Après, le type d'immobilisation, on pourrait passer des heures. C'est vrai qu'on a une époque où on disait qu'il ne faut surtout pas immobiliser, faire le traitement fonctionnel avec des attelères castes. Aujourd'hui, dès que l'entorse est moyenne, moi je considère une dizaine de jours de bottes amovibles, mais qui vous permettent effectivement de bien mettre au repos, de bien faire dégonfler. Parce que faire du fonctionnel très tôt, finalement, l'œdème a tendance à rester et on est gêné. Donc on ne rallonge pas la durée. Par contre, on passe par une dizaine de jours de bottes de marche qui vous permet vraiment de faire dégonfler cette cheville. La deuxième chose, donc, c'est ce fameux complexe suro-achillo-plantaire. Donc, anatomiquement, je ne vais pas le faire. Dominique l'a fait ce matin. Donc, c'était rôle propulseur. Il y a un moteur puissant qui est le triceps et un système de transmission sophistiqué. Sachez que quand même, le tendon, c'est quand même aujourd'hui, c'est lui qui s'allonge le plus finalement. C'est pas le muscle qui se raccourcit, qui se contracte, qui se raccourcit. C'est vraiment le tendon qui absorbe, qui restitue. Quand on court, le muscle est presque isométrique. Il bouge pas de longueur. Et tout le mouvement se fait d'allongement du tendon qui restitue l'énergie. Ça explique que c'est économiquement rentable. Par contre, que c'est très sollicitant. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Les deux muscles différents, ça, on s'en fiche un petit peu. Et le tendon d'Achille, le tendon calcanéen qui est formé effectivement de lames tendineuses, avec ce rôle élastique de restitution d'énergie qui est très important. Donc, il n'y a pas de... Ok, voilà. Et la fameuse aponeurose plantaire, qui est quand même la pathologie aussi, qui est assez embêtante. Il faut savoir
que même s'il n'y a pas de continuité anatomique avec le tendon d'Achille, il y a une continuité fonctionnelle réelle avec des fibres osseuses qui sont orientées, et on parle vraiment de complexe depuis le tendon d'Achille, le calcanéum, l'aponévrose jusqu'aux têtes. C'est vraiment un lien, et qui a fait une tendinopathie d'Achille fera probablement une aponévropathie. Donc il faut penser à traiter toutes ces pathologies, et il y en a qui parlent même d'os sésamoïde pour le calcanéus. Voilà, donc ça c'était le rappel anatomique, et on va parler du traitement de ces deux pathologies pour conclure à peu près dans les temps. Le diagnostic c'est clinique pour la tendinopathie d'Achille, étirement douloureux, contraction, palpation, et la question de Blanida, on n'en parlera pas aujourd'hui. Le traitement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, d'intéressant? Il y a cette notion que pendant longtemps on parlait de tendinite. Pendant des années on parlait de tendinite, puis depuis 20 ans on dit non, c'est pas tendinite, c'est tendinopathie, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a que du chronique. Et là on commence à se rendre compte que finalement, malgré tout, il y a aussi l'inflammatoire. Donc on a fait un balancier dans un sens, et là on commence à revenir dans l'autre sens. Donc il y a des phases inflammatoires dans la tendinopathie chronique, et ça évolue par poussée inflammatoire. Ça explique que ça réponde bien à certains anti-inflammatoires. Et dans la prise en charge, quand il y a une poussée aiguë, il faut savoir la traiter comme une poussée aiguë, et pas forcément faire toujours de mécanisation, onde de choc, MTP. Il faut savoir respecter les phases évolutives. Donc en chronique, les orthèses plantaires, juste par rapport à ce matin, effectivement, il a été dit que les orthèses plantaires endormissaient le pied, hypotrophiaient les muscles. C'est pas complètement vrai. Il y a des études qui ont montré que le fait de mettre une orthèse plantaire thermoformée qui repositionne le pied de meilleure position permet d'avoir un meilleur recrutement musculaire, et finalement une trophie qui augmente. Donc la semelle vous met le muscle à une bonne position pour bien travailler, et c'est pas parce qu'on met des semelles qu'on va avoir une fonte des muscles. C'est des idées qui sont pas toujours exactes. Donc on met des semelles pour mieux travailler et que le muscle garde une bonne trophicité. Donc les thérapeutiques sont, vous les connaissez. Les nouveautés, c'est un peu les ondes de choc. Le PRP, effectivement, nous on l'a fait un peu à l'hôpital. C'est en troisième ligne. En première ligne, c'est la clinique classique. Deuxième ligne, c'est les ondes de choc. Troisième ligne, on peut proposer le PRP avec un effet cicatrisant, mais aussi anti-inflammatoire, immunorégulateur. Voilà. Et la chirurgie, un peu plus rarement, enfin plus tardivement en tout cas. Ah, pardon, autant pour moi. PRP, c'est le plasma riche en plaquettes. On fait une prise de sang, on prélève votre sang, on centrifuge pour séparer certains éléments, essentiellement les globules rouges, et on concentre ce qui reste. On prend 20 cc de sang pour finir avec 3 cc et une concentration en plaquettes qui est 4 fois celle du sang normal. Et donc les plaquettes ont des possibilités de libération de facteurs de cicatrisation. Au départ, c'était vraiment les facteurs de cicatrisation qu'on voulait. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a aussi des facteurs d'immunorégulation qui sont présents dans ce PRP et qui permettent d'améliorer la symptomatologie, pas forcément l'histologie, la structure, mais en tout cas les symptômes. La fasciite plantaire, sachez que c'est quand on court quand même plus de 40 km. Et la douleur, c'est vraiment typique. Par contre, c'est le premier pas de pied au sol. On pose le pied au sol. Pendant 5 minutes, 10 minutes, on ne peut pas marcher parce qu'on a une douleur sous le talon, comme si on nous plantait une épine. Ce matin, vous avez très bien dit que l'épine calcanéenne n'est qu'une conséquence d'attraction. C'est pas elle qui fait mal. Elle peut être présente ou absente. C'est pas elle qui fait mal. C'est l'inflammation autour de la ponévrose qu'on va traiter. Donc, il ne faut pas se focaliser sur l'épine. Voilà. Et pour terminer, le traitement de la ponévrose plantaire. Donc, on est pareil sur les... On utilise l'infiltration de corticoïdes encore un peu. On a fait une étude sur l'hôpital où on a comparé le PRP justement et les corticoïdes. Il semble qu'il y ait quand même un peu plus d'efficacité avec le PRP. On est à la limite de significativité, mais on a 3 patients sur 4 qui sont améliorés avec le PRP contre 1 sur 2 avec le corticoïde. Et surtout une efficacité un peu plus durable. Et très important, pour finir là-dessus, c'est le musculature intrinsèque. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au début, le fait de courir pieds nus, de courir sur l'avant-pied. Il faut remuscler tous ces muscles intrinsèques du pied. Dominique Baudot a dit ce matin qu'on avait le cul, comment tu disais, cul plombé. Et on a aussi des pieds flasques. Et ça, aujourd'hui, la grosse pathologie, c'est la chaussure qui a tendance à ramollir. Donc, il faut travailler un maximum pieds nus, tout ce que vous pouvez, parce que ça, dans les pathologies, c'est intéressant. Oui, la toxine aussi. Il y a des études qui ont montré que là, dans la ponévrose plantaire, la toxine avait un intérêt. Donc, en dernier recours, on peut y penser. Toxine botulique, voilà, c'est celle qui est utilisée dans tout le... Je crois qu'il y en a qu'une toxine botulique A, qui est utilisée soit en médecine physique, en neurorééducation pour la spasticité des muscles, soit au niveau de la face pour certains spasmes faciaux, soit en esthétique. Et voilà, on l'utilise aussi dans cette indication-là, dans les muscles de la voûte plantaire. Donc pour conclure, c'est ça l'importance. Moi, je pense que c'est important aujourd'hui, avec toute cette mode de courir pieds nus, l'idée importante, c'est remuscler ce pied parce que le pied flasque fait tout le lit de la tendinopathie d'Achille, de la ponévropathie plantaire. Voilà, je vous remercie. Je vais essentiellement vous parler de nos axes de travail, de recherche dans le service.
en établissant un petit peu des perspectives pour le futur. Alors je vais parler de 5 choses essentiellement. L'apport de l'imagerie moderne dans le diagnostic des pathologies de la cheville et du pied, l'apport de l'imagerie moderne dans la chirurgie, la programmation chirurgicale, on en dira quelques mots, la place de l'arthroscopie qui est de plus en plus importante. Je vais vous dire un petit mot, puisqu'on vient de parler d'entorse de cheville, de l'instabilité, du concept d'instabilité rotatoire de la cheville, c'est assez nouveau, et des nouvelles stratégies autour du cartilage. L'investigation posturale et l'imagerie en charge. Alors, nous utilisons régulièrement, pour mesurer le valgus de l'arrière-pied, un certain nombre de clichés radiographiques, le plus connu en France étant le cliché de Méhari, qui permet de visualiser, en tout cas sur une radiographie, l'axe de l'arrière-pied par rapport à l'axe du tibia. Et en général, il y a un valgus qui est de l'ordre de 3 à 7 degrés chez les patients. Alors, il y a d'autres techniques utilisées par les anglo-saxons, par exemple la méthode de Salzmann, mais on a montré par de nombreuses études qu'il y avait de très bons résultats pratiquement inter-observateurs, mais qu'intra-observateurs, les résultats n'étaient pas très bons. Donc on s'est orienté, et alors voilà l'exemple typique, c'est que en fonction de la rotation du membre inférieur, on va avoir un calcul du valgus ou du varus, quand c'est pathologique, qui va être orienté en fonction de la position en rotation du membre, que ce soit en rotation externe de la jambe ou en rotation médiale. Donc il y a une importance du positionnement du membre inférieur et notamment de la jambe qui retentit sur le calcul du valgus. Donc pour nous, c'est un petit peu embêtant lorsqu'on doit faire des corrections chirurgicales. Donc on essaye maintenant d'évaluer l'axe de l'arrière-pied, ce valgus, voire le varus lorsqu'il c'est pathologique, en utilisant des nouvelles technologies, notamment le PET-SCAD, un système qui permet de faire un scanner en charge et donc de pouvoir s'affranchir, si vous voulez, de la projection de la méthode radiographique qui consiste tout simplement à projeter un angle sur le deux plans. Alors, on va pouvoir ici mesurer... Non, je vais revenir en arrière. On va pouvoir mesurer ici, si vous voulez, la projection du calcaneus et la projection ici de l'axe tibial. Voici le repérage sur le cliché de droite avec l'appui sur M1, l'appui sur M5, l'appui calcanéen. Et finalement, cette distance entre O et I correspond tout simplement en 3D à la mesure du valgus. Mais c'est une mesure qui est beaucoup plus fiable dans la mesure, si je puis m'exprimer ainsi, où on échappe complètement de la vision de projection du 2D. Donc c'est une mesure qui est beaucoup plus fiable et que normalement on devrait pouvoir utiliser dans le futur beaucoup plus fréquemment. Deuxième notion aussi avec des nouvelles technologies de mesure des axes, c'est comprendre les mécanismes de compensation. Vous savez très bien qu'il existe des mécanismes de compensation. Lorsqu'on parle du membre inférieur, ça commence par la hanche, le genou, et ensuite ça se termine par les articulations de la cheville et du pied. C'est le fameux concept de Coxapédis décrit par Pisani. On s'est intéressé, si vous voulez, au retentissement du valgus ou du varus préopératoire lorsqu'on doit opérer des malades de prothèse totale de genou et du retentissement sur l'arrière-pied. En termes clairs, est-ce qu'on corrige, lorsqu'on corrige un varus ou un valgus par une prothèse totale de genou, et quelle va être la conséquence au niveau de l'arrière-pied? Alors ça, c'est une étude que l'on mène actuellement avec nos collègues toulousains, et vous allez voir que, en règle générale, il y a une phase d'adaptation avant l'intervention chirurgicale, où pour des malades qui ont des valgus ou des varus relativement faibles, il y a des compensations soit en varus ici de l'arrière-pied, soit en valgus de l'arrière-pied, qui sont des compensations normales, on va dire. Par contre, lorsqu'il existe des désaxations dans le plan frontal, beaucoup plus importantes en valgus ou en varus, à ce moment-là, il n'y a plus d'adaptabilité de l'arrière-pied. L'arrière-pied ici sur un varus va se mettre en position de varus, qui est une position finalement relativement tolérable, tandis que celle qui est en valgus va entraîner une distension, notamment du complexe médial et notamment des atteintes du muscle tibial postérieur. Ça, nous avons montré qu'il y avait une relation significative entre le valgus au niveau du genou et le valgus post-opératoire au niveau de l'arrière-pied du fait d'une défaillance des complexes médiaux. Là, nous sommes en train d'écrire l'article à ce propos.
Deuxième partie, je vais essayer d'aller un petit peu vite, la planification 3D des osteotomies du pied. Alors, vous savez qu'en chirurgie du pied, nous sommes amenés à faire des coupes au niveau des métatarses, des coupes au niveau du calcanéus, à divers endroits du pied, pour effectuer des corrections. Alors, prenons un premier cas, les corrections au niveau de l'avant-pied. Vous savez que la flexure dorsale au niveau de l'avant-pied est absolument capitale et qu'on a des mobilités en actif qui sont de l'ordre de 50 à 60 degrés. Je passe là-dessus très brièvement. Il faut restaurer, lorsqu'on fait de la chirurgie au niveau de l'avant-pied, il faut qu'on puisse restaurer une courbe harmonieuse ici au niveau des métatarsiens. Le travail, on doit tout ce travail dans le plan 2D à notre ami Michel Maestro, qui est actuellement à Monaco, qui a montré qu'il y avait une progression géométrique de rang 2 au niveau de la longueur des métatarsiens. Et que donc, si on veut corriger correctement des patients qui ont des troubles au niveau de l'avant-pied, ce qu'on appelle des métatarsalgies statiques, et qu'il va falloir corriger les excès de longueur, eh bien, il faut avoir des possibilités de correction chirurgicale qui redonnent, entre guillemets, une anatomie dite normale. Le problème, c'est un petit peu comme précédemment, c'est qu'on se retrouve en 2D. Et nous avons développé ici, avec le docteur Dagneau, qui en a fait son travail de master ancien DEA, d'un système, grâce à l'EOS, d'essayer de calculer justement la projection des têtes métatarsiennes dans les 3 plans de l'espace. Et ça, c'est quelque chose encore de très neuf parce que, encore une fois, la technique de Maestro, il s'agit d'une projection dans le plan horizontal. Là, il s'agit d'essayer de quantifier les déformations des têtes métatarsiennes dans les 3 plans de l'espace. Alors, nous avons déjà commencé à publier un travail préliminaire qui vous montre le calcul de Maestro en haut radiographique et le calcul qu'on avait effectué avec le 3D qui montre quand même des différences. Alors, les perspectives, finalement, c'est que lorsqu'on doit faire des corrections, certes, il est important de corriger la longueur du métatarse, mais il est aussi important de corriger dans le plan sagittal la hauteur des têtes métatarsiennes, savoir que si on fait une osteotomie horizontale, il ne faut pas abaisser la tête, ou en tout cas de pas que ce soit excessif, et de pouvoir éventuellement travailler dans le plan rotatoire. Donc ça, ce sont des perspectives dans le futur, c'est d'essayer de pouvoir quantifier les gestes en préopératoire grâce à ces techniques de mesure 3D grâce à l'EOS. Et encore une fois, d'essayer de compenser les déficiences de la radiographie standard. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans l'apport des nouvelles technologies dans le traitement chirurgical. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes les techniques chirurgicales au niveau de l'avant-pied et de l'arrière-pied. On fait régulièrement des osteotomies de ralignement de l'arrière-pied pour des corrections de pieds plats ou des osteotomies supramalléolaires. En règle générale, on fait nos calculs grâce d'abord, et je dois dire, j'y suis encore très attaché à l'examen clinique, mais aussi aux clichés en charge qu'on vous a montré, les clichés de Méhari, qui nous permettent de calculer encore les valgus de l'arrière-pied, voire les varus en cas de pathologie. Eh bien, il y a des nouvelles perspectives avec l'impression 3D. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet, à partir de scanners, d'effectuer une reconstruction en 3D d'un modèle à partir duquel on va pouvoir calculer les osteotomies que nous allons pouvoir réaliser. Alors là, ils sont cités 3 osteotomies classiques au niveau de l'arrière-pied. Je ne les commenterai pas. Pour les spécialistes, ce sont des osteotomies classiques. L'avantage de ces nouvelles technologies, c'est de pouvoir, en préopératoire, de juger d'importance de la déformation et de ce qu'on va réaliser. Et est-ce qu'il faut utiliser telle technique d'ostéotomie plutôt qu'une autre? Ça, c'est une première orientation. Ça a été fait. Donc vous voyez que dans le futur, peut-être, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, peut-être qu'un jour, les chirurgiens orthopédistes effectueront leur correction chirurgicale avec ce type d'appareillage. Personnellement, je pense que je ne le vivrai pas, mais les générations futures, probablement, il y aura manifestement toute une voie qui va se développer dans ce sens-là. L'essor de l'arthroscopie de cheville, ça c'est une évidence. Burman, en 1931, dans un article du JBJS, disait
la cheville inaccessible sous arthroscopie. Comme quoi, il ne faut jamais être trop affirmatif en médecine et en quoi que ce soit. Il faut être vigilant. On a commencé à faire des arthroscopies de cheville pour des explorations diagnostiques. Pas grand intérêt. On a commencé à faire des gestes de débridement et de résection arthroscopique. Et puis maintenant, il y a des techniques de 3e génération de réparation tissulaire, que ce soit de ligamentoplastie, voire de greffe ostéochondrale, qui sont de véritables interventions chirurgicales. Alors, ça a une influence, l'arthroscopie, sur la réhabilitation précoce des patients. Ça favorise des gestes en ambulatoire. Vous savez qu'actuellement, nos tutelles sont très fervents ce type de prise en charge et peut diminuer la morbidité des gestes chirurgicaux classiques par les abords. On peut abîmer un nerf sural ou d'autres petites branches nerveuses qui peuvent donner des cicatrices très douloureuses et qui vont avoir un retentissement négatif sur le résultat final. Alors, est-ce que vous pouvez faire partir la vidéo? C'est très gentil. Voilà, on va vous montrer une arthrodèse soutalienne. Je vais essayer de le commenter rapidement. Parce que là, je ne vois pas. Les tendons fibulaires sont placés. On passe par le sinus du tarse. Et on va aviver progressivement. Ici, vous voyez l'articulation subtalienne postérieure. On voit très très bien. On avait été assez étonnés de la vision arthroscopique qu'on en avait. Donc on va, à l'aide d'ostéotomes et de petites fraises, on va aviver, enlever le cartilage pour arriver au niveau de l'os sous-chondral. Donc ce sont des gestes qui sont minutieux, qui sont longs. C'est sûr qu'il faut prendre son temps. Et puis on va voir quelque chose d'intéressant qu'on voit difficilement quand on fait des abords chirurgicaux standards. C'est que vous voyez ici, on va voir passer la vis. Et on va voir la compression parce que au-dessus, excusez-moi, vous avez le talus. Ici, vous avez le calcaneus. Et vous voyez que les deux se rapprochent grâce à la mise sous compression avec ces deux vis-là. Donc ça, c'est une technique un petit peu nouvelle dans la chirurgie de l'arrière-pied. Deuxième technique, c'est la mosaïque plastie sous arthroscopie. Alors la mosaïque plastie, excusez-moi, c'est peut-être un petit peu technique, mais c'est tout simplement une greffe ostéochondrale. On prélève des greffons ostéochondrals au niveau du genou, au niveau de la trochlée fémorale, et on va pouvoir faire des plots et remplacer ça au niveau. Alors vous voyez là ici, là c'est une technique qu'on avait mis au point dans le service, qui est une voie transmalléolaire. On passe à travers la malléole médiale en l'occurrence, et on va pousser un greffon ostéochondral, vous voyez, qui est ici, qui apparaît ici, et qui va être poussé. Et là, vous voyez, là on est dans le tunnel, on voit le greffon qui est poussé. Vous voyez, hop, là c'est le cartilage, là c'est l'os. Et on va le faire affleurer au niveau du cartilage du dôme talien, c'est-à-dire du talus, c'est-à-dire de l'os qui est situé sous le tibia. Ça, c'est une technique par voie classique, sans effectuer de tunnel transmalléolaire médial. Voilà, merci. Quatrième point, un petit mot sur l'entorse de cheville. Ça va vous montrer que, y compris ces nouvelles technologies, peuvent apporter des éléments dans la compréhension des pathologies qu'on pensait avoir réglées depuis longtemps. Alors, ça, c'est une étude qui avait été publiée il y a quelque temps, qui rapportait que sur 1076 sportifs, il y avait énormément de lésions d'entorse de cheville, de tendinopathie et de fractures de fatigue. Ça, on s'en doute. Par contre, ce qui était beaucoup plus intéressant, c'est qu'il y avait une prévalence élevée d'arthrose de cheville chez des sportifs qui arrêtaient leur carrière. C'est-à-dire qu'à 30 ans, s'ils arrêtaient leur carrière, pour les grands sportifs qui avaient déjà eu des lésions traumatiques au niveau de ces chevilles, 10% d'entre eux présentaient des lésions d'arthrose sévères au niveau de cette cheville. Vous connaissez les deux grands types d'instabilité latérale chronique ou fonctionnelle liés à des défauts de posture, des défauts proprioceptifs qu'on peut parfaitement régler par de la rééducation bien menée, ou liés tout simplement à des lésions traumatiques de cheville, à des ruptures chroniques, soit du faisceau antérieur, soit du faisceau moyen. Je passe, tout ça est bien connu. Alors, classiquement, vous voyez, lorsque on doit prendre en charge des patients qui ont des entorses chroniques, notamment, on regarde, là encore, vous voyez l'axe de l'arrière-pied, et ça, je suis extrêmement attaché à l'examen
sur le podoscope. Je le fais systématiquement lorsque j'examine un pied. Là, on voit du côté gauche, vous avez ce qu'on appelle un varus de l'arrière-pied, qui, lui, peut rentrer en cause dans le développement, justement, de ces entorses de cheville, voire d'être secondaire à cette entorse latérale. Classiquement, on étudie, on va faire des clichés dynamiques, à la fois dans le plan sagittal et dans le plan frontal. Dans le plan sagittal, on va chercher un tiroir antérieur. Dans le plan frontal, on va chercher un varus talocrural au niveau de la cheville et pas au niveau de l'arrière-pied. Et puis, en général, on complète ce bilan par un arthroscanner qui peut montrer, non pas comme ici une LODA, mais des lésions de passage au niveau du dôme talien, au niveau de la face latérale du dôme talien. Ça, c'est classique. Première ligne, la rééducation, bien évidemment, c'est la chose la plus importante à faire lorsque on traite des patients qui ont des entorses, voire des entorses récidivantes chroniques. Et puis les techniques chirurgicales. Je vous ai mis là ici la technique que nous utilisons. Il y en a d'autres. On utilise la technique au périoste, qui est bien connue, qui avait été développée par Roy Camille, un ancien de la Pitié, un grand maître de chirurgie orthopédique en France. Eh bien, l'instabilité, pour moi, allait rester longtemps un mécanisme dans le plan frontal. C'est tout simplement un varus. On va mal positionner le pied, on va rompre soit le ligament, le faisceau antérieur, soit le faisceau moyen, et puis il va falloir réparer, s'il le faut, ou traiter médicalement ce type de lésion. Eh bien, en fait, il y a une participation médiale, et ça a été très très bien montré par ces auteurs, qui ont montré qu'il pouvait exister des lésions au niveau de la face profonde ici, du ligament deltoïde, du faisceau profond, du ligament collatéral médial au niveau de sa partie antérieure, qui est ouvert un petit peu en open book. Donc, il ne s'associe pas qu'une lésion dans le plan frontal, mais qu'il y a un mouvement rotatoire, finalement d'adduction au niveau du pied, qui entraîne cette lésion du ligament deltoïde au niveau de sa portion antérieure. Ces articles montrent tout simplement la réparation du faisceau profond du ligament deltoïde sous arthroscopie, voire à ciel ouvert, mais c'est une notion tout à fait nouvelle qu'on ne connaissait pas et qui a été découverte grâce à l'arthroscopie, parce qu'encore une fois, pour moi, pendant très très longtemps, les lésions de l'entorse de cheville, c'est une lésion du complexe latéral et en aucun cas le complexe médial ne rentrait en jeu. Eh bien, il faut revoir un petit peu ce que l'on sait. Je terminerai là-dessus sur les stratégies cartilagineuses de l'articulation talocrurale. Ce sont des nouvelles aussi technologies. Alors, premièrement, en situation traumatique d'urgence, nous sommes de plus en plus vigilants à la recherche des fractures parcellaires, notamment, puisqu'on parlait ici de cheville, du talus, des berges latérales ou médiales du talus, voire dans certaines entorses qui sont un petit peu avancées du chopard, qui donnent toujours des lésions extrêmement sévères des joutes aliènes. Il fut un temps où on traitait tout ça par le mépris. Maintenant, systématiquement, on fait des scanners, on se rend compte qu'il y a parfois des gros fragments, et autant que faire se peut, nous sommes amenés à repositionner chirurgicalement ces fragments. Voici un exemple de reposition ici, sur une berge du talus. Voici le suivi radiologique, vous voyez, qui est assez intéressant, à 4 ans, qui montre une bonne ostéo-intégration, c'est-à-dire que le petit fragment a parfaitement consolidé, il n'est pas resté en pseudarthrose, il n'est pas resté exclu. On peut faire aussi une stratégie mixte, à la fois à ciel ouvert et sous arthroscopie pour ce type de lésion. La chirurgie du cartilage. Alors, il y a 3 grands types de stratégies possibles. On peut injecter des cellules souches mésenchymateuses qui sont des progéniteurs, si vous voulez, qui vont permettre la cicatrisation et qu'on va injecter dans l'articulation talocrurale. Ça, c'est le premier geste possible. Le deuxième geste, je vous l'ai montré sous arthroscopie, mais qui peut se faire aussi à ciel ouvert, c'est tout simplement les greffes ostéochondrales que l'on appelle des mosaïques-plasties, qui consistent donc à prendre des petits cylindres de 4 ou 6 mm et qu'on va implanter dans les zones d'atteinte cartilagineuse. Ça se fait essentiellement au niveau du dôme du talus. Et puis,
le dernier procédé qui est encore plus moderne, entre guillemets, c'est qu'on va injecter, on va positionner dans l'articulation des cellules souches mésenchymateuses, mais qui ne vont pas se balader comme ça dans l'articulation, mais qu'on va faire adhérer tout simplement à une matrice collagénique, donc qui nécessite un abord chirurgical, et qu'on va positionner dans des défects cartilagineux, de manière, on le pense, à ce qu'il y ait une cicatrisation grâce à... Non, c'est pas un filet, c'est juste positionné comme ça. Donc les points clés, bon, ce sont quelques exemples de ce que l'on fait actuellement. Vous avez vu, il y a des projets de recherche, à la fois dans le plan diagnostique, dans le plan de la stratégie chirurgicale, voire dans la chirurgie elle-même. Cela étant, restons vigilants. On demandait de faire un petit peu un état des lieux sur les perspectives de la chirurgie de la cheville et du pied. Il faut toujours remettre ça en parallèle avec le service rendu aux patients. Ce n'est pas parce qu'il y a toutes ces nouveautés que ce sera forcément utilisé dans le long terme. J'ai en tête, par exemple, les guides sur mesure qu'on a essayé de mettre en place sur la prothèse totale de genou. On avait des guides qui étaient fabriqués à partir d'IRM ou de scanner, et toutes les études ont montré que ça n'apportait strictement rien en termes de bénéfices au niveau du patient. Donc il faut savoir raison garder sur ces nouvelles techniques que je viens de vous présenter. Beaucoup d'entre elles sont encore en termes d'études. Il faudra les valider et surtout s'assurer que ça rend service aux patients. Je vous remercie. En fait, globalement, aujourd'hui, les objets connectés connaissent véritablement un grand développement dans le grand public, mais aussi les médecins, même s'ils sont parfois un peu plus réticents, pensant que les patients jamais n'utiliseront ces trucs-là, alors qu'ils s'en sortent bien mieux, souvent que nous d'ailleurs, il faut reconnaître, et que ces outils-là ont un énorme intérêt pour la recherche clinique, en fait. Et le suivi, effectivement, jusqu'à présent, lorsqu'on faisait des évaluations des patients, et notamment lorsqu'on essayait de voir ce qui se passait à J30, J60, J90, c'était sympa. On avait à J0, à J90, mais entre-temps, on ne savait pas bien ce qui se passait. Et c'est dommage parce que c'est quand même fort intéressant de savoir l'évolution et non pas simplement un constat à un instant donné. Alors ça, c'est un petit peu amélioré lorsqu'on a essayé de donner aux gens des auto-questionnaires papier. Enfin, c'était honnêtement un peu à l'heure parce que les auto-questionnaires papier, ils les remplissaient souvent le soir à la chandelle, au dernier moment, et même s'ils essayaient d'être le plus honnête possible, il y avait quand même un biais de mémoire extrêmement important. Lorsqu'on vous demande, par exemple, alors je change de sujet, mais par exemple, des études qu'on faisait sur la ménopause à une dame, combien avez-vous eu de bouffées de chaleur cette semaine? Et vous regardez avec des grands yeux en disant un certain nombre. Quelles étaient leurs intensités? Assez importantes. Voilà, donc c'était à peu près ça. Et c'est là-dessus qu'on faisait comme des évaluations. Donc c'est un peu embêtant. Et globalement, eh bien, pourquoi les gens remplissaient pas bien les auto-questionnaires? C'est pas parce que ils avaient envie d'être frauduleux. C'est simplement parce que, par définition, ils n'avaient pas l'auto-questionnaire en permanence sur eux. Et quand on n'a pas le document en permanence sur soi, on le remplit quand on y pense. Mais ça, d'ailleurs, pareil, de temps en temps, ils remplissent des questionnaires d'évaluation, mon Dieu, quand ils y pensent. Mais enfin bon, ça fait partie de la recherche clinique. Et d'où l'idée d'utiliser un outil que nous avons tous en permanence dans nos poches, médecins, patients, infirmières et tout le tintouin, ça. D'ailleurs, on y ferait drôlement attention, parce que dès qu'on ne l'a plus dans la poche, il y a un vent de panique. On est en train de le chercher partout. Même dans les conférences, d'ailleurs, on le trouve sorti. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces outils de smartphone pour la recherche clinique, sauf que c'est très simple d'utiliser ça pour faire de la recherche clinique. L'inconvénient, c'est que ça pose un certain nombre de difficultés légales et notamment au regard des autorités de santé, mais aussi de la CNIL. Et puis, comme vous le savez tous, depuis hier, le 25 mai, le RGPD, le Règlement européen sur la protection des données, est entré en vigueur. Et toute personne qui est amenée à traiter des données médicales relève de l'article 9, et donc il a droit à la totale. Donc c'est simple. Par contre, l'avantage, c'est qu'on ne fait plus de déclaration. L'inconvénient, c'est qu'on a un contrôle a posteriori. Et quand on a le contrôle a posteriori, c'est comme les impôts. Vous avez le droit de déclarer ce que vous voulez, mais si vous avez fait une erreur, frauduleuse ou non, ça peut faire très mal.
Donc, les avantages de ces applications, on va voir pour la recherche clinique, puis les règles de sécurité, parce que si vous faites la même chose, ce système-là, il est à votre disposition si vous l'utilisez, mais si vous faites la même chose, il y a quand même un certain nombre de précautions. Alors, principe de Nurse Trial, effectivement, les médecins ou les infirmières ou les patients vont télécharger une application sur l'Apple Store ou le Play Store, c'est-à-dire les deux grands systèmes de smartphone. Les personnes officiellement habilitées à participer à l'étude se voient à ce moment-là attribuer un identifiant, mais c'est assez très simple, qu'elle protège par un mot de passe et ont accès à des fiches à remplir. Il n'y a rien de plus simple, c'est des questionnaires online finalement. Les documents, effectivement, sont rarement emmenés au chevet du patient. Là, on l'a, les infirmières aussi, on a pas mal d'études où les infirmières remplissent des études sur la cicatrisation en faisant directement la photo auprès du patient. On a aussi des avantages liés aux écrans tactiles. On peut mettre son doigt sur la surface du téléphone. Ça marche quand même bien mieux que sur les ordinateurs d'ailleurs, parce que les écrans sont bien plus sensibles en matière de digitalisation et vous pouvez remplir une échelle visuelle analogique en glissant votre doigt pour mesurer l'intensité de la douleur. Vous avez d'autres avantages aussi, bien sûr, liés à la prise d'image. Quand on fait des évaluations sur la cicatrisation, c'était quand même assez rigolo, qu'on en était réduit même jusqu'à encore il y a peu de temps, à prendre des calques, à mettre le calque sur l'ulcère, à mettre le trait autour de l'ulcère, à remettre le truc tout dégueulasse dans la pochette, et que mes attachés de recherche clinique regardaient ça, ils se disaient « il va falloir que je le mesure, ça va être sympa ». Donc c'était un peu difficile, là, avec une image, ça marche très bien. Vous mettez un petit marqueur colorimétrique à côté, vous mettez un petit marqueur centimétrique, et puis au pire, si c'est pas la même si les gens n'ont pas suivi bien le protocole de la distance à 20 cm, etc., ça n'a aucune importance. De toute façon, je fais une correction, puisque là, j'ai un marqueur centimétrique. Donc c'est quand même drôlement pratique. Et puis les gens le font une fois, deux fois, trois fois, ça prend 30 secondes, ça marche très bien. On a aussi un suivi en temps réel. Quand je fais des études cliniques traditionnelles, eh bien, j'espère que tout le monde travaille bien. J'ai mis les dossiers en place chez les médecins selon les bonnes pratiques, ou chez les infirmières, ou toute autre personne qui participe. J'espère qu'ils font très bien. Et puis, de temps en temps, je fais des visites de monitorage, et puis je regarde s'ils ont bien travaillé. Puis là, je découvre qu'il y en a la moitié qui n'ont toujours pas fait un cas, et que je suis bien embêté. Alors que là, quand c'est sur le système électronique, à chaque fois qu'ils ont saisi une information, ça m'arrive en direct. Donc je sais comment se déroule l'étude, comment ça se déroule du côté du médecin, comment ça se déroule du côté du patient. Et s'il oublie de me remplir la fiche, je lui envoie un petit message du genre « Cher confrère, auriez-vous l'amabilité de... » ou le patient aussi. Donc ça augmente énormément la qualité. Et là, on commence à avoir des taux... Alors que dans les études cliniques, on était content quand on avait 80% de suivi dans une étude clinique, on était déjà extrêmement content. De temps en temps, je suis d'accord avec vous, c'était plutôt vers les 50-60 et on avait des fois pire. Alors que là, on arrive à des 90% avec les gens. C'est parfois toujours les médecins qui sont les plus difficiles à obtenir les informations. On a aussi, bien sûr, il a fallu gérer les réseaux parce que lorsque vous êtes sur des réseaux, ça capte pas toujours. Alors ça capte de mieux en mieux, il faut reconnaître. Mais en fait, un smartphone, il est capable totalement de conserver l'information résidente. Vous avez rentré l'information dedans. Quand vous repassez dans une zone où il y a le réseau, il envoie. Donc il n'y a aucun problème de ne pas avoir réseau sur place. Ça n'a jamais gêné le recueil d'informations avec un smartphone. Il suffit qu'à un instant donné, il retrouve le réseau. Et donc il va le retrouver à un moment donné. On a également cette participation directe des patients. Participation directe des patients qui, comme pour celle des médecins, qui est horodatée. Donc je sais exactement quand est-ce qu'ils ont rempli l'information. Donc j'ai une preuve que ça a bien été fait. Tous les soirs à 17h, si on a demandé que l'information soit relevée tous les soirs à 17h pour mesurer l'œdème veineux. Si je reçois l'information à 14h de l'après-midi, c'est qu'il doit y avoir un gag. Voilà. Des avantages liés également au rappel direct, donc on le fait. Et en plus, on peut avoir des incitations. C'est-à-dire qu'on a aussi des études maintenant où on rappelle aux gens les règles du conseil pour le suivi, etc. Vous devez faire ça. Et n'oubliez pas que si vous avez tel problème, vous nous le dites. Si vous avez, par exemple, vous ne devez pas prendre d'anti-inflammatoire, vous avez brusquement mal au genou, vous nous le dites, on vous dira ce que vous pouvez prendre. Donc on est vraiment avec des systèmes de plus en plus interactifs. La recherche clinique est en train d'être vraiment changée. On a la fiabilité, effectivement, du chargement, c'est-à-dire que si le médecin perd son téléphone, la base de données, elle est chez nous. Alors que lorsqu'il perdait ce dossier papier ou que globalement ils avaient mis dans le placard et qu'ils ne savaient plus bien où, eh bien on les récupère parce que c'est enregistré online. Pareil pour le patient qui perd son téléphone. On a des grosses études, une étude actuellement avec 700-800 infirmières.
Il y en a bien sûr qui ont perdu leur téléphone ou qui se sont fait braquer. Eh bien, on restaure leurs données. D'ailleurs, on pourrait même... Ils regrettent d'ailleurs qu'on ne puisse pas restaurer leurs fichiers et autres qu'ils avaient dedans, mais ça, on n'y avait pas le droit. Alors, bien sûr, après, il y a des règles de sécurité des données. Je vais vous les passer rapidement parce que je sais que on a pris un tout petit peu de retard, donc je vais exagérer. Hein, mais on va parler des règles de sécurité. Eh bien, en fait, la solution, elle est cryptographique. C'est-à-dire qu'en fait, les gens leur donnent des codes, c'est transmis sur les réseaux avec ce qu'on appelle des algorithmes asymétriques, c'est-à-dire vous pouvez aller de A vers B, mais vous ne pouvez jamais aller de B vers A. C'est des outils maintenant qui sont relativement bien validés. Le taux de collision, c'est-à-dire le taux qu'on risque de mélanger deux dossiers une fois cryptés, il est de 1 sur 1 million à peu près. Donc globalement, dans le jour où j'aurai plus de 1000 personnes dans une recherche clinique, je serai drôlement content. Le taux de collision, il est à peu près du même. Le taux de collision, c'est que mélanger deux dossiers de deux personnes différentes. Donc, c'est des choses très strictes, je dirais strictes, merci. Et effectivement, avec les mots de passe, les systèmes de code. Alors, il y a aussi l'une des grandes difficultés qu'il faut les résoudre pour la CNIL, on me disait, la CNIL avait raison, c'est que les patients, s'ils utilisent leur téléphone, vous connaissez leur nom. Et donc, c'est quand même une violation patente du secret médical. Donc, on a développé des algorithmes qui nous permettent de suivre des patients, de leur envoyer des messages, d'être en contact direct avec eux, mais je ne sais pas qui c'est. Mais j'ai une chance sur 1 million de me tromper de personne. Ça va. Mais ça, c'est la puissance des techniques cryptographiques. Et en fait, c'est vrai que j'ai pas besoin de trucs. Si vous de connaître l'identité, si vous transformez François-André Alerte, né le 25 07 59, etc., en CKWZ, une fois que moi, ce que j'ai besoin, c'est de gérer CKWZ pour réunir les données du même patient. Et tant qu'il n'y a pas d'autres patients qui risquent d'avoir CKWZ, sauf à une probabilité d'1 sur 1 million, je peux totalement gérer des individus sans connaître. Donc là, après, je vous ai mis, pour ceux que ça intéresse, je laisserai toutes les techniques cryptographiques parce que je vous les ai présentes, parce que comme elles ont été validées, ceux qui en ont envie, ils n'ont qu'à faire les mêmes. C'est libre de droit. Donc ensuite, effectivement, après, il faut bien dissocier la base de données du téléphone, la base de données informatique, pour que je ne puisse pas casser à l'inverse la crypto. Ensuite, effectivement, l'avantage aussi, c'est que comme ce sont sur des bases de données en temps réel, on peut faire des analyses intermédiaires lorsqu'on a le droit sans lever l'aveugle. On peut avoir aussi un état des lieux en permanence de l'étude. On a une vraie dynamique et on envoie des informations aux personnes et ça crée vraiment une dynamique de groupe sur les études cliniques, ce qui n'existait peut-être pas jusqu'à présent. Ensuite, effectivement, ça peut servir aussi à suivre des patients. Ça peut faire des plateformes. On l'utilise aussi aujourd'hui dans le cadre d'un observatoire des plaies et cicatrisation. On l'utilise aussi pour le suivi des pathologies cardiovasculaires. Donc, il y a vraiment, avec la possibilité de faire des entretiens téléphoniques. Pour les enjeux pour le thermalisme, l'enjeu, c'est ce qu'on a déjà fait une fois à Balaruc, c'est de suivre les patients après la cure pour évaluer le bénéfice sur le moyen et long terme. Ça, c'est un enjeu. Mon prédécesseur à tribune, effectivement, vous a répondu ça. Je crois que c'est un enjeu majeur. On l'a fait dans la maladie veineuse, voir ce que ça donne au bout de 6 mois. Et effectivement, les résultats étaient positifs. Évaluer le bénéfice des troubles veineux ou le bénéfice sur un trouble rhumatologique. Évaluer également l'impact sur la consommation des biens et services médicaux, parce que du point de vue de l'assurance maladie, c'est un extrêmement bon marqueur. En tout cas, c'est un marqueur économique qui peut que l'inciter à continuer à payer les cures si on montre qu'effectivement le bénéfice se maintient, mais qu'en plus, on a une diminution de la consommation des soins ailleurs. Et puis, ce qui est aussi important, c'est la satisfaction des patients à moyen et long terme. Ce qui devient, et peut-être la grande révolution avec ces systèmes sur smartphone, c'est qu'en fait, les patients deviennent véritablement acteurs de leur évaluation. On les a fait acteurs de la santé. Il faut aujourd'hui qu'ils deviennent acteurs de l'évaluation parce qu'ils ont leur mot à dire, effectivement, sur les soins dont ils bénéficient. On disait dans le temps une très très jolie phrase qui était odieuse finalement, le patient objet de tous nos soins. Ouais, c'était quand même un objet. C'était pas très bien de dire ça. Et c'est un être vivant. C'est ton humain. smartphone qui Voilà, remplace. c'est mon smartphone. L'Inustria donc constitue une avancée dans la qualité de la réalisation des études cliniques en permettant des enregistrements réels d'informations sous forme texte, sous forme d'image, requis et mis en commun potentiellement par l'ensemble de la chaîne de soins. Ça aussi, c'est un avantage. Effectivement, il rend les patients acteurs de l'évaluation. Je vous remercie. J'essaie de faire aussi vite. Formidable. Merci beaucoup.